Ah. Oh non, j'ai pas du tout envie de rejoindre ce pet sec. Il va bien falloir, hein. Il a gagné, maintenant il va nous demander de prêter serment. Non mais vraiment, c'est le mec d'Asie mineure qui va nous débaucher là? Non mais je préférerais suivre le camp royal. Oui, enfin, vu le résultat de la bataille, tu te rends bien compte qu'il va prendre notre butin et qu'il ne nous le rendra que si on accepte de lui prêter serment, hein. Non mais en même temps c'est bien l'Asie mineure. Aujourd'hui, nous continuons notre série de 5 épisodes sur la phalange macédonienne avec cette 3e vidéo. Si vous n'avez pas vu les précédentes, cela peut vous servir d'aller y jeter un œil. Après avoir étudié ses origines et ses multiples emplois, tout en admettant que finalement nous ne savions pas grand-chose sur ses débuts, il est temps pour nous de nous intéresser à son organisation tactique à travers la bataille de Paraïtaken. Cette dernière a lieu en 317-316 avant l'ère commune et oppose deux diadoques, des anciens généraux d'Alexandre, qui, après la mort de ce dernier, s'opposent pour diverses raisons. Ce sera l'occasion pour nous de parler de la normalisation de la phalange macédonienne, mais aussi de sa diffusion. Mais évidemment, d'abord un peu de contexte, et vous allez voir, il va falloir rester concentré. Je vais volontairement ici essayer de réduire le nombre de noms cités, mais je vais pas pouvoir faire l'économie de tous. Mais bon, malgré tout, vous voyez ça comme une forme d'introduction de base des royaumes diadoques à partir de l'Empire d'Alexandre. Après la campagne jusqu'en Inde et le retour de l'armée macédonienne à Babylone, l'empire d'Alexandre ressemble à ça. Et la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant l'ère commune crée une énorme incertitude puisque celui-ci n'a pas encore de descendance. Je dis pas encore parce qu'une de ses femmes, Roxane, attend un de ses enfants au moment de sa mort, et on ne sait pas encore si ce sera un garçon ou pas. Donc la couronne revient à son demi-frère, Philippe III, notoirement simple d'esprit, auquel on colle deux régents / tuteurs / gardiens, Perdiccas et Cratère. Et il est prévu qu'en cas de naissance d'un garçon, la couronne devra être partagée. Et c'est ce qui arrive. Ainsi, on se retrouve avec deux rois, Philippe III et Alexandre IV. Cette régence va de pair avec une répartition des satrapies, qu'on pourrait définir rapidement comme des régions administratives de l'Empire reprises des Perses, entre les différents diadoques, les anciens généraux d'Alexandre. On notera en plus important Cratère et Perdiccas comme régents, Antipatros en Grèce et Macédoine, Antigone en Asie mineure et Ptolémée en Égypte. Ce sont les accords de Babylone en 323. Alors, la situation est tendax, mais l'Empire maintient sa cohésion ici. Chaque diadoque emporte avec lui quelques vétérans de l'armée royale et s'évertue à renforcer son pouvoir local dans sa satrapie. Il y a des ambitions personnelles, c'est certain, mais faire cavalier seul ne relève pas vraiment de l'évidence. D'ailleurs, les diadoques s'entraident pour écraser des révoltes locales, notamment en Grèce avec la guerre lamiaque. De nouveaux territoires sont même conquis en Cyrénaïque, qui reviennent à Ptolémée, et en Cappadoce, qui mène à la création de nouvelles satrapies. Mais bon, on va pas se le cacher, les tensions finissent par créer des oppositions bien réelles. Je vous la fais courte, mais en 321-320, Perdiccas, qui est l'homme fort à ce moment-là, décide d'aller tataner Ptolémée. Mais Perdiccas et ses manœuvres inquiètent d'autres diadoques, comme Antipatros, Antigone et Cratère, l'autre régent, qui se range derrière Ptolémée. Petite coalition contre Perdiccas donc, c'est la première guerre diadoque. Pour résumer, Perdiccas doit combattre sur deux fronts. Il envoie un certain Eumène de Cardia, qui nous intéresse pour la suite, contre Cratère, Antipatros et Antigone. Dans le même temps, il s'en va en Égypte avec son armée plus grande et avec plus de vétérans contre Ptolémée. Ce dernier la joue très défensive en s'appuyant sur le Nil et des places fortes, à tel point que Perdiccas perd le soutien dans son armée et se fait assassiner. Cratère est vaincu par Eumène et meurt au combat. Donc les deux régents sont morts. Tout le monde se regarde un peu bêtement et finalement on se rassemble et on dessine à nouveau sur les cartes. C'est l'accord de Triparadissos en 321 où on a toujours Antipatros en Macédoine qui devient le tuteur des rois, toujours Ptolémée en Égypte et toujours Antigone en Asie mineure qui gère désormais en plus l'armée royale.
On pourrait citer Lysimaque, mais aussi Séleucos qui récupère Babylone, mais là il ne nous intéresse pas. Notons tout de même qu'Eumène de Cardia, en tant que soutien du camp de Perdiccas vaincu, est assiégé par Antigone dans la place de Nora. Alors tout ça c'est génial, mais 2 ans plus tard, en 319, Antipatros meurt. Et il n'a pas nommé son fils, Cassandre, comme successeur au rôle du tuteur, mais un certain Polyperchon, qui devient en même temps régent de Macédoine. Autant vous dire que ça fout le boxon et que Cassandre s'allie avec d'autres diadoques, notamment Antigone, pour entrer en guerre contre Polyperchon. C'est la 2e guerre diadoque, celle qui nous intéresse. Et même, pour être plus précis, c'est le duel entre Antigone et Eumène de Carde qui nous amène au sujet de cette vidéo. Que je vous explique. À ce moment, Antigone est clairement un des hommes forts. Il a une belle armée, pas mal de vétérans, un certain réseau d'alliances et du territoire. En face, Polyperchon passe pour le légitimiste. En tant que régent de Macédoine et tuteur des rois, mais aussi grâce au soutien de Olympias, la mère d'Alexandre le Grand, qui tente un peu par tous les moyens de protéger son petit-fils Alexandre IV. Bref, Polyperchon nomme Eumène de Cardia, qui a réussi à s'en sortir, stratège d'Asie. Eumène est un personnage un peu à part parmi les diadoques. C'est un grec, pas un macédonien. Et il la joue légitimiste depuis le début, notamment en ayant soutenu Perdiccas jusqu'à la fin. Ça joue dans l'esprit des vétérans macédoniens qui, en général, persistent à rester loyaux à la dynastie d'Alexandre le Grand. Alors, c'est tout un sujet cette loyauté, si vous le voulez bien, je développerai un peu plus à la fin. Bref, en s'alliant à Eumène et en lui donnant pour tâche de s'occuper d'Antigone, Polyperchon cherche surtout à éloigner son adversaire le plus puissant de la Macédoine. Mais ce n'est franchement pas un cadeau pour Eumène, qui a clairement moins de force qu'Antigone. Ce dernier lui fonce dessus en Cappadoce, l'amenant à se réfugier avec son armée à Babylone, chez Séleucos, qu'il force à coopérer en lui tapant un coup sur la tête. Alors, Eumène a quand même quelques atouts. En tant que stratège nommé par le tuteur, il est soutenu par pas mal de vétérans, notamment les boucliers d'argent, les argyraspides. Les argyraspides, c'est un peu les hypaspistes de la vidéo précédente, sauf que, depuis la campagne en Inde, ils sont armés en sarissophores. Oui. Non. Enfin... Ouais, visiblement, ils adorent tout renommer, nommer, échanger... Bon. Si on voulait faire une nuance, on soulèverait que chaque diadoque s'est constitué ses propres hypaspistes, sa garde personnelle en gros, tandis que les argyraspides sont la garde exclusivement rattachée au roi de la descendance d'Alexandre. Voilà, bref, Eumène a des troupes expérimentées avec lui, mais il manque de masse. Du coup, à Babylone, avec le trésor royal, il commence à faire converger ce qu'il peut. Mercenaires, cavalerie légère, locaux, éléphants venant des satrapies supérieures de l'Est, tant et si bien que le petit Eumène est devenu gros, et qu'il se lance dans une campagne contre Antigone dans l'actuel Iran depuis la Susiane. Enfin non, en fait c'est plus compliqué que ça, je vais vous résumer. Je vous passe les manœuvres de complot, de corruption, de trahison et compagnie. Le soutien des troupes n'est visiblement pas acquis pour chacun des deux camps, ce qui amène à des mouvements et des manœuvres visiblement complexes. En réalité, Eumène doit rejoindre les troupes qui lui viennent de l'Est, dont les éléphants. Il s'élance donc dans l'actuel Iran et fait la jonction dans la Susiane. Eumène se considère alors assez fort et on a des accrochages assez violents dans la vallée du Tigre. Antigone y est battu, il ne peut plus traverser les fleuves sans danger, il se tourne donc vers le nord pour passer en Médie et menacer ainsi les satrapies supérieures alliées à Eumène. Après marche contre marche, renfort, recul et avancée, les deux armées finissent par se rencontrer sur un terrain difficile, que l'on ne peut situer précisément, si ce n'est que c'est à 3 jours de marche de la Gabienne et dans la région de la Paraïtaken. Là, elles se regardent, se suivent, récupèrent du fourrage, le tout pendant 5 jours, avec stratagèmes, négociations, tromperies, etc. Le terrain est visiblement difficile et semble un peu faire peur aux deux diadoques. Finalement, Antigone se retrouve sur un plateau dominant la plaine sur laquelle est Eumène, avec des forces assez équivalentes. Antigone a 28 000 hommes d'infanterie lourde, entre 5 et 15 000 d'infanterie légère, 10 600 cavaliers et 65 éléphants. Eumène a quant à lui 17 000 infanterie lourde, dont les 3 000 argyraspides, 18 000 infanterie légère, 6 300 cavaliers et 125 éléphants. Alors quand je dis infanterie lourde, il faut entendre de choc, donc essentiellement des phalanges armées à la macédonienne, dont les argyraspides pour Eumène et des hoplites traditionnels. Pour Eumène par exemple,
On évalue à entre la moitié et les 2/3 la proportion de phalangites armés à la macédonienne dans l'infanterie lourde. Ce n'est donc pas toute l'armée qui est équipée en sarissophores. Chacun essaie de grossir avec des mercenaires et eux ne savent pas faire et n'ont pas l'équipement pour. C'est plutôt des hoplites traditionnels. Bref, les deux armées sont de forces équivalentes avec une vision tactique similaire héritée de l'époque d'Alexandre. Infanterie légère pour faire écran devant une ligne de phalange, armée à la macédonienne ou en hoplite traditionnelle, avec la cavalerie aux ailes. Lourde de choc sur celle où on veut pousser et légère de tiraillement sur celle où on veut temporiser. La cavalerie est accompagnée d'infanterie légère qui doit viser les chevaux. La grande nouvelle dimension, c'est les éléphants. Mais vous allez le voir ici, on ne sait pas bien à quoi ils ont servi. Toujours est-il qu'à force, une manœuvre d'Eumène amène Antigone à descendre de son plateau. Je vous passe les détails, mais en gros, l'armée d'Antigone engage le combat avec celle d'Eumène dans la plaine. Eumène a un déploiement plutôt défensif, avec quelques éléphants, de la cavalerie aux ailes. Légère à gauche et sur une colline pour ne pas être débordable, lourde à droite. Une ligne de phalange. De gauche à droite, les mercenaires, les troupes armées à la macédonienne, les argyraspides et enfin les hypaspistes d'Eumène. Enfin, un écran d'éléphants et d'infanterie légère. En face, Antigone se déploie en oblique, avec la droite en pointe. Cavalerie lourde, puis ses meilleures troupes, son agéma, le reste de ses Macédoniens, ses troupes asiatiques armées à la macédonienne, et enfin ses troupes alliées et mercenaires en hoplite. À l'aile gauche, sa cavalerie légère, notoirement plus nombreuse que son vis-à-vis. Ayant moins d'éléphants, son écran est moins dense, ce qui est compensé par sa masse d'infanterie légère. Antigone cherche à gagner sur son aile droite, mais ne peut déborder son vis-à-vis. Il se place tout de même avec sa cavalerie lourde de compagnons à droite. Mais son plan ne va pas vraiment se passer comme prévu, notoirement à cause de son aile gauche, censée éviter le combat. Certainement du fait de l'écran de chaque côté qui bloque l'avancée du centre d'Antigone, c'est son aile gauche qui engage le combat et tente de déborder la droite d'Eumène, qui, en faisant venir de la cavalerie légère en renfort de sa gauche, parvient à repousser son vis-à-vis. Antigone n'a plus d'aile gauche. Alors tout ça, ça a pris du temps. En attendant, il y a fort à parier que les lignes d'écran d'infanterie légère et d'éléphants ont fait une forme d'égalité, avec du combat à distance et peut-être quelques accrochages. De fait, Antigone n'aura à déplorer aucune perte d'éléphants et Eumène pas plus de 11. Du coup, difficile de bien savoir ce qui s'est passé, mais on peut dire que pendant le combat sur l'aile, les deux écrans se sont dispersés et ont laissé la place aux lignes de phalange qui se sont rapprochées. Mais avec tout ce temps, on notera que l'ordre oblique d'Antigone s'est certainement écrasé en ligne. Et dans le même temps, grâce à sa position défensive, l'aile gauche d'Eumène a tenu en respect l'aile droite d'Antigone. Ainsi, les lignes de phalange sont à portée de contact, et les argyraspides sont capables d'engager une charge qui met rapidement en déroute son vis-à-vis. Le déséquilibre est clair et se répercute sur le reste de la ligne d'Antigone de sa gauche à sa droite. Toute sa phalange se replie sous la poussée, poursuivie par la phalange d'Eumène. C'est une victoire qui se dessine pour ce dernier qui a le dessus sur sa droite et au centre. Mais c'était sans compter sur la bonne lecture d'Antigone qui remarque que l'aile gauche d'Eumène ne suit pas l'avancée et préfère garder sa position forte. Un trou se dessine donc entre la gauche et le centre-gauche d'Eumène, et Antigone charge avec sa cavalerie lourde l'aile adverse isolée. L'effet est immédiat. L'aile gauche d'Eumène est mise en déroute. Voyant sa ligne ainsi dégarnie sur un flanc, Eumène fait revenir sa cavalerie à droite et sonne le rappel. La ligne s'arrête, abandonnant sa chasse. Les deux armées rompent ainsi le contact et cherchent à se stabiliser à nouveau. L'armée d'Antigone se remet en ordre sur son plateau en défensive, l'armée d'Eumène se prépare à l'assaut de la position. Mais la nuit tombe et les troupes d'Eumène prennent peur pour leurs bagages et leur campement en arrière. Le repli est donc ordonné, laissant à Antigone le terrain. Antigone a donc réussi à sauver son armée grâce à une belle manœuvre, tandis qu'Eumène rate ici une belle occasion. Ceci étant dit, il a clairement marqué son adversaire, qui accuse 3700 morts et 4000 blessés, contre 540 morts et 900 blessés de son côté. Antigone se déclare gagnant puisqu'il a le contrôle des dépouilles. Mais bon, c'est une mise en scène, hein. Il sait bien qu'il vient de perdre beaucoup d'hommes. D'ailleurs, son armée est démoralisée par le déroulé de la bataille. Désormais, il a moins de force qu'Eumène et ne peut pas se risquer à un nouvel engagement. Dès le matin, il s'échappe vers Gamarga. Eumène préfère ne pas poursuivre par manque de ravitaillement et va stationner à Gabienne où aura lieu la prochaine bataille quelques mois plus tard et après d'autres opérations de campagne. Bref, la bataille de Paraïtaken n'a pas résolu grand-chose.
C'est la bataille de Gabienne en 316 ou 315 qui apportera la décision à Antigone, non pas par une destruction de l'armée de Mène, mais par une capture des bagages et des familles des Argyraspides. Ces derniers livrent Mène à Antigone pour récupérer leurs biens et lui prêtent serment. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'organisation tactique des phalanges. On a abordé assez d'éléments pour s'attaquer à cette partie. Alors bien sûr, ça reste relativement incertain, mais c'est clairement mieux que sous Philippe II. Sous Alexandre, ça se dessine un peu mieux, notamment parce qu'on connaît un ordre de bataille sous son règne. Et avec les armées hellénistiques issues des guerres d'Iadoc, on y voit encore plus clair, mais ça on y reviendra dans le prochain épisode. Donc, ces Sarissophores, comment sont-ils rangés? Alors déjà, premier truc, contrairement à ce que je raconte dans ma vidéo sur Pydna, la phalange macédonienne est très bien découpée et très bien encadrée. Vous allez voir, c'est aux petits oignons. Bon, évidemment, ce sera une présentation théorique, essentiellement développée par Asclépiodote et Arien bien plus tard. Il y a des noms qui varient, il y a des incertitudes, mais dans l'ensemble, c'est assez solide. L'unité la plus petite de la phalange, c'est la file de 16 hommes, le stikos ou lokos, parfois appelé décade, histoire de compliquer la vie. Bon, peut-être qu'il y a eu des files de 10 hommes, et dans ce cas le chef était le décagarque, mais bon, c'est aussi potentiellement un héritage. Enfin bref, on va oublier et on va se fixer sur la file de 16 hommes comme lokos. Dans cette file, 4 hommes sont à évoquer. Le chef de file, le lokagos, l'homme de queue, l'ouragos, le chef de demi-file, le dimoïrite, et enfin le second de file, qui n'a pas de nom particulier, mais qui est un décastéros, c'est-à-dire qu'il est mieux payé, car il peut avoir à remplacer le chef de file s'il venait à tomber au combat. Donc déjà vous voyez que sur les 16 hommes de la file, il y en a 4 qui encadrent plus ou moins, avec notamment le premier qui mène et doit montrer l'exemple, et le dernier qui doit garder son sang-froid et contrôler l'alignement. Les 2 autres sont des rôles qui importent en fonction de la situation. On revient sur le chef de demi-file après, vous en faites pas. On a donc un lokos à 16 hommes. 2 lokoi font une dilokia à 32 hommes, commandée par un dilokite. 2 dilokoi font une tétrarchia de 64 hommes, menée par un tétrarque. 2 tétrarchoi font une taxis de 128 hommes, menée par un taxiarque. Et 2 taxéis font une syntagma de 256 hommes, menée par un syntagmarque. Bon, typiquement, sur l'échelon taxis, on a un petit problème puisque sous Alexandre, la taxis c'était l'unité territoriale de 2 fois 2000 hommes. Peut-être un problème de vocabulaire qui nous vient d'Arien, ou peut-être que c'était un mot qui était utilisé pour 2 situations. Enfin bah. Par contre, l'échelon syntagma, c'est l'unité tactique essentielle. Limite le reste, bon, c'est pour montrer le niveau de découpage et d'encadrement, mais là en plus, on a 5 hommes hors rang qui sont là pour gérer l'interaction du syntagma avec les autres. Un héros pour maintenir la communication avec les autres unités, une enseigne qui porte le drapeau, une trompette, un serfil qui vérifie que personne n'est à la traîne et un aide de camp, portant la syntagma à 261 hommes théoriquement. On voit ainsi que même pour moins de 300 hommes, on a beaucoup d'encadrants et une capacité à diviser les forces de manière assez simple. On peut aller plus loin, mais à partir de là, c'est plus de la théorie pour se la péter. 2 syntagmata font une pentacosiarchia, commandée par un pentacosiarque. 2 pentacosiarchiae font une chiliarchia, commandée par un chiliarque. Et 2 chiliarchiae font une mérarchia, commandée par un mérarque, avec 2048 hommes, sans compter les hors-rangs. Et ça continue derrière. Voilà, je crois qu'on peut dire que la phalange macédonienne est très bien encadrée et très bien découpée en sous-unités tactiques. Pour la suite, on va se concentrer sur le syntagma. En formation standard, la pouknosis, chaque file occupe entre 90 et 96 cm. La profondeur de 16 rangs peut être passée à 8 en divisant par 2 chaque lokos, expliquant ainsi le rôle du chef de demi-file qui peut avoir à mener une file de 8 hommes quand le front est doublé. Pareillement, pour passer les passages étroits ou pour donner de la masse à la formation, il est possible de faire passer la phalange sur 32 rangs en combinant les 2 lokoi de chaque dilokia. 90 cm c'est pas mal, hein, mais en même temps il faut bien laisser de quoi faire passer les 5 à 6 rangs de saris abaissés. Notez que dans Rome Total War 2, l'intervalle donné est plus grand que ça. Bref, c'est difficile de se faire une image. Alors, il y a bien une formation bien plus dense, le synapsismos, mais elle était purement défensive.
En effet, le synapsismos, en densifiant les fils de telle manière qu'elle n'occupe plus qu'un demi-mètre, était une formation trop dense pour permettre aux hommes de manœuvrer. Du point de vue matos, on a le fameux casque Pylos qui est généralisé à la fin du règne d'Alexandre. Évidemment difficile de dire quand exactement. Et une sorte d'uniforme qui s'installe avec une cuirasse. Métallique pour les officiers et souple pour les hommes de rang. Toujours des javelots. Certainement pas pendant la bataille, mais rappelez-vous de l'épisode précédent. Toujours une épée, la Machaïra, un bouclier macédonien d'entre 62 et 66 cm de diamètre. Pas certain de la taille, mais voilà. Et une sarisse qui gagne en longueur pour atteindre les 5 mètres. J'évite de rentrer dans les détails, mais les estimations varient. Et on n'est pas sûr que le maniement de la sarisse soit passé à deux mains ou soit toujours à une main. Ça penche tout de même vers un maniement à une main à la mort d'Alexandre, selon Arrien, en lance couchée, prise sous l'aisselle. Dans ce cas, selon les parallèles que l'on peut faire avec les époques médiévales et modernes, 5 mètres c'est l'extrême limite d'une telle prise. Voilà pour la phalange macédonienne. Oui bon, finalement c'est pas si loin de ce qu'on imagine. Si tu y rajoutes les deux vidéos précédentes et le fait que ce ne soit pas des blocs monolithiques, si, quand même un peu. Est-ce que c'est si important que ça? Ben oui. Les phalanges hoplitiques grecques étaient pas du tout autant encadrées et ça peut un peu expliquer leur difficulté à copier la réussite macédonienne. Hein? Quand plus d'un quart de la formation a une fonction particulière à remplir, que la division par deux ou le doublement des fils ainsi que leur densification est possible, que les hommes peuvent remplir d'autres missions en dehors du champ de bataille, tu m'excuses mais il suffit pas de copier le matos et leurs gars d'une phalange macédonienne pour en avoir une. Oui, certes, il y a une question d'hommes et de compétences, mais dans ce cas, comment les diadoques font pour avoir des phalanges macédoniennes? Alors ça, c'est une excellente question. En fait, cette formation se diffuse dans l'Empire d'Alexandre du fait de la répartition au diadoque des satrapies. Développe. Revenons un peu en arrière. En gros, les Macédoniens, en Inde, ils en ont marre et forcent un peu la main à Alexandre pour rentrer. Bon, on va pas épiloguer, mais il y a aussi des tensions sur la place croissante des Perses dans l'armée. Une fois arrivé à Babylone, l'armée est en partie dispersée. Alexandre garde avec lui entre 6 et 7 000 hommes, plutôt les jeunes, et le reste est renvoyé à la maison en Macédoine, dont les Argyraspides. Il prévoit aussi de faire des phalanges bon marché. Mais bon, c'est un peu technique, c'est compliqué, je vais pas développer, voir les remarques. Mais surtout, il fait venir 30 000 jeunes Perses de bonne famille pour les armer et entraîner à la macédonienne en 328-327 afin d'obtenir une phalange autonome. Bon, après, la mort d'Alexandre rebat toutes les cartes. Il y a alors deux concentrations de vétérans qui deviennent un enjeu militaire central, avec Cratère en Asie mineure et avec Perdiccas à Babylone avec l'armée royale. Avant tout conflit, des vétérans sont répartis dans les satrapies pour permettre à chaque diadoque d'avoir sa garde, ses hypaspistes à lui quoi, et parfois même de la phalange. La répartition nous est inconnue, mais on a là une première diffusion dans tout l'espace de l'Empire d'hommes maîtrisant la phalange macédonienne. Quand les conflits éclatent, les vétérans sont tiraillés et vont naviguer entre les différentes allégeances, et pas du tout de manière uniforme. Les vétérans ont trois motivations. Déjà, la loyauté envers la dynastie d'Alexandre. C'est très important pour eux, ce qui fait que les diadoques tentent en permanence de se draper de cette légitimité dynastique. Ensuite, le respect des serments donnés. Ce qui fait que les diadoques, à chaque fois qu'ils battent une armée dans laquelle il y a des vétérans macédoniens, tentent de les récupérer en les épargnant en échange d'un serment de fidélité. On va pas développer, mais souvenez-vous, avec l'épisode précédent, notamment ce qu'on a vu avec les astétairoi et les pézétairoi, que la question de l'honneur était très importante chez les soldats macédoniens. Et enfin, il y a la protection de leurs intérêts. Leur pouvoir politique partiel, leur famille et leur butin, les richesses dans leurs bagages gagnées à partir du pillage de tant de campagnes victorieuses. Du coup, ils essaient en permanence, tant bien que mal, d'évaluer la situation, tandis que chaque diadoque tente de s'en approprier le plus possible, puisqu'ils ont une énorme valeur d'un point de vue expérience militaire. Après la défaite des deux premiers régents, le prestige des phalangites macédoniens en a pris un coup. Et finalement, l'armée royale est plus ou moins dissoute à Triparadissos, puisque les troupes sont réparties entre les diadoques, qui peuvent construire leur armée autour de ce noyau hérité des campagnes d'Alexandre. Alors attention, ils ne suivent pas ceux qui paient le plus, même s'ils défendent leurs intérêts et leurs butins, mais plutôt ceux qu'ils perçoivent comme le plus à même de défendre la dynastie d'Alexandre, ou alors ceux à qui ils ont prêté serment. Le cas des Argyraspides illustre bien ce procédé.
Ils étaient en Cilicie au moment de la mort d'Alexandre, en route vers la Macédoine, mais la mort de leur souverain rend tout incertain. Ils restent en Cilicie un moment avant d'être embarqués auprès de Cratère, le plus prestigieux officier d'Alexandre. Bon, après, c'est le boxon, avec Cratère qui meurt, mais ils se retrouvent à être envoyés auprès d'Eumène par les légitimistes, notamment avec le soutien de la reine Olympias. La mère d'Alexandre quand même. Elle écrit même une espèce de lettre de recommandation aux Argyraspides en faveur d'Eumène. Du coup, ils se retrouvent à combattre sous le commandement d'Eumène, on l'a vu. Mais dans leur tête, c'est au nom des rois et de la dynastie d'Alexandre. Mais bon, à la capture de leurs bagages par Antigone, après la bataille de Gabienne, donc quelques mois après celle que nous venons de voir, ils acceptent de livrer Eumène à ce dernier, en échange de la récupération de leurs bagages, donc de leurs bulletins et de leur famille. Puis ils prêtent serment à Antigone. On voit donc un peu de tout avec les Argyraspides. La loyauté envers la dynastie d'Alexandre, leur intérêt propre et le serment donné. Bref, tout ça pour dire que les vétérans de l'armée d'Alexandre sont répartis dans les satrapies auprès des diadoques par les accords et par les conflits. À la bataille de Paraïthaken d'ailleurs, notez qu'Antigone évite d'opposer des Macédoniens à d'autres Macédoniens, histoire d'éviter un potentiel refus de combattre, mais aussi pour épargner les vies de ces Macédoniens potentiellement débauchables pour sa propre armée. On remarquera aussi que c'est pendant les guerres diadoques que l'on voit pour la première fois des phalanges armées à la macédonienne opposées à d'autres phalanges armées à la macédonienne. Leur effet de choc joue alors contre elles-mêmes, comme on le voit dans notre bataille avec les Argyraspides qui mettent en déroute leur vis-à-vis. Bref, toujours est-il que là où la répartition des vétérans dans les différentes satrapies joue, c'est qu'elle donne une base aux diadoques pour se reconstruire une armée. En gros, on voit chaque diadoque, ou au moins les plus puissants, se constituer leur propre phalange à la macédonienne avec des locaux. On parle alors de pandotapoi, des hommes de toute origine. Mais dans les faits, ils sont surtout issus de familles aisées locales ou conquises. Le projet d'Alexandre de former de jeunes Perses à la fin de son règne a joué dans la création d'un réservoir de non-macédoniens entraînés à la macédonienne. Et on tient là un phénomène intéressant. En solidifiant leur pouvoir local et en s'appuyant sur les vétérans qu'ils arrivent à s'attacher, les diadoques participent à deux mouvements. Déjà, ça diffuse dans une zone géographique énorme le modèle de la phalange macédonienne, tout en ouvrant la formation à des non-macédoniens. Mais en plus, ça inscrit les conquérants dans les structures locales, auprès desquelles ils forment une nouvelle élite, alliée à l'ancienne. Ce qui définit un nouveau rapport de domination, celui des vainqueurs imposant leurs codes et leurs armes, et qui permet l'expansion de la culture gréco-macédonienne dans ces espaces, bien que morcelée entre plusieurs royaumes. En d'autres termes, cette culture devient la référence des élites et un instrument de domination territoriale. Ce que l'on perçoit à travers notre prisme de l'histoire de la guerre par l'imposition de la phalange macédonienne comme élément central des armées, qui ne manque pas de se mélanger à d'autres formations locales apportées par les élites précédentes ou par de nouvelles régions conquises, comme pour l'archerie montée, les éléphants, etc. C'est la naissance de ce qu'on appelle le monde hellénistique, dans lequel la phalange macédonienne devient une formation classique, mais qui va connaître d'autres évolutions. Et c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée.